30 years ago, my colleagues, younger, more dreamy-eyed, settled the words of our pledge. We did not focus our eyes on our navels, or we would have missed that rainbow in the sky. We pursued it. And that was how we came to build today's Singapore. For the young, let me tell you, the sky has turned brighter. There's a glorious rainbow that beckons those with the spirit of adventure. And there are rich findings at the end of that rainbow. To the young and to the not so old, I say, look at that horizon. Follow that rainbow. Go ride it. Not all will be rich. Quite a few will find a grain of gold. Dig it up. Ces phrases ont été prononcées en 1996 par Lee Kuan Yew, ancien président de Singapour, mort en 2015. Elles démontrent la volonté qu'il avait d'insuffler aux prochaines générations l'envie d'avancer, et ce dans un monde qu'il souhaitait être le plus méritocratique possible. En effet, ce discours s'inscrit dans un contexte particulier. Le personnage est alors à son apogée, puisqu'il est considéré comme ayant été le leader d'une nation qui était 30 ans auparavant tout juste indépendante, parmi les plus pauvres de la planète, et dont le développement effréné lui a permis de devenir l'un des pays les plus riches et les plus prospères du monde. La cité-État a connu un modèle de croissance bien spécifique, mais l'on ne peut contester aujourd'hui sa place dans le commerce asiatique et international, et son niveau de vie très élevé, comparable à la Suisse. Aujourd'hui, on part explorer la ville-jardin, Singapour, et on va tenter de comprendre comment elle a pu devenir en quelques décennies un modèle de prospérité et de développement pour bon nombre d'autres nations. Entre essor économique libéral et démocratie hybride, comment la Cité du Lion s'est-elle hissée tout en haut des plus prestigieux rapports en matière d'innovation, de qualité de vie, d'écologie et d'éducation. On est parti. En 1819, l'Empire britannique recouvre presque tous les fuseaux horaires de la planète, ses colonies s'étendant alors de Vancouver à Hong Kong. Et c'est dans ce contexte qu'il recherche alors à fluidifier les routes commerciales, notamment entre les Indes britanniques et la Chine, avec qui les échanges notamment d'opium rapportent énormément d'argent. Stamford Raffles est alors le gouverneur de la colonie de Bencoolen, qui correspond à l'actuelle Indonésie, et souhaite faire du Royaume-Uni la première puissance régionale, place qui est alors tenue par les Néerlandais. Convaincu qu'il fallait alors donner à la colonie un nouveau port, capable de concurrencer le port néerlandais de Malacca, et ainsi de permettre des échanges plus importants entre Inde et Chine, il entreprit alors de s'installer sur cette île, à la pointe sud de la péninsule malaise, qu'il reconnut immédiatement comme idéale, car au centre du détroit qui relie l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. À cette époque, l'île est peuplée par environ 1000 habitants, à grande majorité d'ethnie locale, malais principalement. L'installation prit une importance croissante jusqu'à obtenir le statut de possession britannique officiellement à partir de 1824. Au cours du siècle, une importante population chinoise va venir s'installer sur Singapour, pour fuir notamment les conflits liés à la guerre de l'opium et les difficultés économiques sous-jacentes à ces dernières, si bien qu'elle va dépasser rapidement la population malaise. C'est l'ouverture du canal de Suez en 1869 qui va faire prendre un véritable essor à Singapour, qui devient alors point de passage majeur de la route reliant l'Europe à l'Orient. Malgré l'essor déjà remarquable de la colonie au XIXe siècle, celle-ci est tout de même en proie à de nombreux problèmes sociétaux, la population restant très pauvre et la criminalité très répandue. Ces problèmes persistèrent jusqu'à l'indépendance du pays en 1959, les Britanniques s'étant surtout servis du port comme d'une base navale au début du XXe siècle afin de contrer l'influence japonaise. Après un passage au sein de la Nouvelle République de Malaisie entre 1963 et 65, le pays se retrouve finalement éjecté de la nouvelle fédération du fait de conflits ethniques, les Chinois étant nettement majoritaires à Singapour. Les décennies qui vont suivre vont voir l'émergence économique de la cité-État, émergence sans commune mesure,
qui a lieu sous la direction du Parti d'Action Populaire et de son président Lee Kuan Yew, dont nous avons parlé dans l'introduction. À titre d'exemple, le PIB par habitant en dollars de 2010 est passé de 4087 $ en 1965 à presque 60 000 $ aujourd'hui. Mais cela n'a été possible que grâce à un modèle de développement qui est propre au pays par des investissements sectorisés. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Un développement économique rapide n'est jamais le fruit du hasard. Mais il faut préciser qu'il s'inscrit toujours dans un contexte particulier qui peut le faciliter plus ou moins. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous parler d'une théorie économique bien connue qui est applicable à la Cité du Lion. Mais d'abord revenons comme je l'ai dit au contexte. Le Parti d'Action Populaire est maintenant à la tête du pays, nouvellement indépendant, mais cette autonomie va impliquer le départ des Britanniques, et avec eux celui de la base militaire qu'ils y avaient implantée. Comme je l'ai dit, le port était jusque-là le seul moyen quasiment par lequel la cité avait basé son développement, port dont l'activité était renforcée en plus par la présence du Royaume-Uni et de sa base navale, qui comptait pour environ 20% des emplois dans les années 60. Le pays va donc devoir compenser cette perte importante, et c'est là que la fameuse théorie intervient. Ce qu'on appelle la théorie du vol des oies sauvages a été décrite en 1937 par l'économiste Kaname Akamatsu, puis complétée en 82 par Shinohara. Elle présente un certain modèle de développement et d'industrialisation qui s'applique aux pays d'Asie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le principe est simple. Prenons le Japon. C'est le premier pays asiatique à s'industrialiser. Il importe donc des biens d'Occident, puis va produire ses propres biens et va donc commencer le processus d'industrialisation, d'abord avec des biens à faible valeur ajoutée, comme par exemple le textile ou certaines industries lourdes comme l'acier. Il va dans un troisième temps exporter ses biens qu'il produit, puis il augmente la productivité et peut donc être plus compétitif, produire pour moins cher. Puis vient la phase 4 où le Japon va délocaliser la production puisque ses biens ne sont à présent plus assez rentables pour le Japon, dont le niveau de vie a augmenté. Cette délocalisation va donc avoir lieu vers des pays plus pauvres, logique. Et donc à l'époque, vous l'aurez compris, vers Singapour. Le Japon commence donc un autre cycle, mais avec des produits à plus forte valeur ajoutée. Cette fois, on peut citer l'électronique ou l'automobile. Et chaque pays ou groupe de pays va à son tour reproduire ce cycle importation, production, exportation, délocalisation, mais avec des produits de plus en plus rentables, en délocalisant à chaque fois vers un groupe de pays avec un cycle de retard, ce qui, si on le schématise, forme un V, avec à la pointe le premier pays, soit le Japon, puis les autres qui l'ont suivi, reproduisant ainsi le mouvement du vol des oies sauvages. Donc Singapour va se développer de cette manière, en produisant d'abord des produits à faible valeur ajoutée dans les années 60 et 70, puis en exportant et en délocalisant les industries de l'époque pour passer aujourd'hui à des industries à plus forte valeur ajoutée, dans les nouvelles technologies par exemple, mais aussi dans les services, avec le développement du tourisme depuis le début du millénaire, notamment avec la construction de la Marina Bay, cette fameuse zone d'hôtels et de centres commerciaux luxueux ultra clinquantes. Donc vous le voyez, la théorie est très cohérente avec le développement du pays, mais elle n'explique pas dans les détails les stratégies et les domaines de spécialisation de Singapour. J'aimerais donc en citer deux plus particulièrement qui me paraissent être essentiels. Tout d'abord l'éducation, moteur central de la croissance. Et oui, pour pouvoir transitionner vers une économie à plus forte valeur ajoutée, il faut des ingénieurs, des scientifiques qui innovent, et qui conçoivent donc des produits toujours plus modernes. À partir des années 80, le gouvernement investit beaucoup dans l'éducation, et plus précisément dans les mathématiques, érigées en priorité nationale. Des recherches vont alors être lancées, recherches qui aboutiront à la création de la méthode de Singapour, une nouvelle méthode d'apprentissage des maths qui combine toutes les techniques didactiques les plus efficaces. Elle va porter ses fruits et faire du pays l'un des plus instruits au monde. Il arrive aujourd'hui parmi les premiers du classement PISA, qui évalue les performances des élèves de 79 pays, en tout cas pour le classement de 2018, et qui sert de référence dans le domaine de l'éducation. En fait, le gouvernement a su modifier le système d'éducation à chaque phase du développement, afin de former les citoyens dans les domaines clés, et n'a pour cela pas hésité à renouveler complètement ce dernier et à investir énormément, le budget alloué à l'éducation représentant environ 20% du budget national, chiffre absolument énorme. Mais ce n'est pas tout, puisque l'éducation a aussi permis de faire de l'anglais la langue du lien entre les différents groupes ethniques de l'île, puisqu'elle n'appartient originellement à aucun d'entre eux. Hormis l'éducation,
la cité-État a su concentrer ses efforts de développement sur le secteur bancaire et financier. On est là donc toujours dans la même logique de production des biens et services dont la valeur ajoutée augmente par phase. La phase la plus récente se concentrant sur les industries de pointe et les services, et donc plus spécifiquement la banque dans le cas de Singapour. À titre d'exemple, on peut citer les stocks d'investissements directs étrangers entrant à Singapour. En 2017, 54% de ces IDE étaient investis dans la banque et la finance, un taux énorme qui nous éclaire quant à l'importance de ces secteurs dans le pays. En fait, le secteur bancaire a été libéralisé depuis environ une vingtaine d'années, ce qui explique en grande partie son développement, mais aussi le fait que l'on surnomme désormais Singapour la Suisse d'Asie. Beaucoup d'actifs ont en effet été déplacés depuis la Suisse, car la cité-État possède maintenant de nombreux atouts qui étaient auparavant propres à Berne, qui a perdu son leadership du fait notamment de l'augmentation des taxes et de nouvelles conditions de confidentialité moins avantageuses concernant le secteur bancaire. On voit également le développement de nombreuses banques étrangères à Singapour, qui en comptaient récemment 119. Mais ces investissements sont aussi liés à la situation très stable du pays, où la corruption est quasiment inexistante et où le système monétaire ne semble pas pouvoir s'effondrer. De plus, l'autorité monétaire nationale, le MAS, est particulièrement efficace dans ses politiques de régulation de la monnaie, utilisant par exemple un système particulier permettant la stabilité de la monnaie. Il faut bien comprendre qu'avoir une monnaie stable dont la valeur ne fluctue pas aléatoirement et brutalement est un atout car cela permet d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs étrangers, puisque ces derniers ne risquent donc pas un effondrement brutal de l'économie singapourienne qui pourrait par la même occasion faire perdre une grande valeur aux actifs qu'ils y auraient investis. Le MAS utilise donc un panier de devises étrangères, proportionnellement à l'importance de ces devises dans le commerce extérieur de Singapour, panier qui permet de définir un taux de change du dollar de Singapour, qui reste donc stable de ce fait, puisque sa valeur ne peut fluctuer que par rapport aux variations de toutes ces monnaies étrangères. Cela implique donc que le MAS n'utilise pas le contrôle des taux d'intérêt et de la masse monétaire pour gérer la valeur de la monnaie du pays, car ces derniers sont trop influencés par les taux étrangers, puisque les investissements étrangers et les banques étrangères sont très importantes à Singapour. Ce développement spectaculaire est donc possible par un contexte favorable, mais aussi par une vision très claire des dirigeants, qui ont su voir avant beaucoup d'autres quels étaient les secteurs clés où investir. Le pouvoir politique est en effet très important là-bas, et a pris en charge de nombreux secteurs, notamment celui du logement, qui est en grande partie géré par l'HDB, agence publique qui a permis de construire des logements de grande qualité, tout en contrôlant le marché, et donc en empêchant les prix d'exploser comme dans d'autres pays similaires, comme Hong Kong. La prise en charge de l'économie par l'appareil politique a tout de même eu des conséquences plus contestables, puisque le modèle politique du pays revêt parfois quelques soupçons autoritaires. Mais alors qu'en est-il ? On va essayer de décortiquer tout ça. Une grande partie d'entre vous a sûrement déjà entendu parler de cette fameuse loi qui interdit les chewing-gums sur le territoire de Singapour. En fait, cette loi est en quelque sorte l'illustration d'un pouvoir préférant restreindre certaines libertés individuelles afin de privilégier l'économie. Bon, ces restrictions ont quand même quelques effets que l'on peut saluer, à savoir l'absence quasiment totale de criminalité, avec un indice d'homicide de 0,3 pour 100 000 habitants, et la propreté absolue des espaces publics. On peut quand même se questionner sur le rôle parfois trop important donné au pouvoir exécutif, qui est représenté par le Parti d'Action Populaire, comme je l'ai dit plus tôt, et ce depuis presque 60 ans sans interruption, le parti ayant été réélu 14 fois consécutives. En fait, cette omniprésence du parti vient du fait qu'il est représenté comme le principal acteur du développement, ce qui est certes en partie vrai, mais cela n'empêche pas d'autres partis d'émerger. Le pape, bien qu'il reste très populaire, est maintenant dépassé par d'autres partis dans certains districts de la ville. Le problème principal vient du fait que l'État étant contrôlé depuis son indépendance par le même parti, celui-ci a insufflé au peuple sa même idéologie, et cela n'a donc pas permis l'émergence de courants politiques alternatifs, qui restent très minoritaires puisque c'est le pape qui domine largement au gouvernement. Le pouvoir a aussi une grande influence sur les médias et en particulier la presse, et les manifestations sont interdites, donc aucune opposition ne peut réellement émerger, bien que le pape ait laissé plus de droits à l'opposition ces dernières années. Les critiques du régime sont très limitées et peuvent conduire dans certains cas à des enfermements. Beaucoup qualifient donc le pays de démocrature, puisque des élections libres sont certes organisées, mais plus ou moins faussées du fait de ces nombreux paramètres et par l'absence de certaines libertés individuelles. On peut aussi remettre en cause la qualité de vie, qui paraît certes excellente à vue d'œil, mais qui est à relativiser lorsqu'on se penche sur la question. Il existe en effet un phénomène de conformisme social qui pousse les individus à aligner leur comportement et leur conduite sociale sur celle de la majorité, et qui est très présente à Singapour.
Ce phénomène a tendance à rendre les individus plus apeurés à l'idée d'être perçus comme différents, voire exclus du groupe majoritaire. Beaucoup de Singapouriens pauvres sont donc de cette façon poussés à refuser les aides sociales qui existent pourtant bel et bien, par peur d'être perçus comme assistés ou marginalisés. Et certains préfèrent donc travailler plus, souvent dans des emplois précaires. De même, les retraites n'étant pas suffisantes dans certains cas, beaucoup travaillent parfois jusqu'au chevet de la mort. Les écarts de richesse sont donc particulièrement élevés, et la pauvreté est un sujet très tabou, peu abordé et peu combattu. Singapour est sans aucun doute un modèle de développement économique et de prospérité, dont beaucoup d'autres pays s'inspirent et qui permet d'illustrer parfaitement le passage d'une économie aux industries à faible valeur ajoutée à une économie très compétitive tournée vers les secteurs de pointe. Marquée par une croissance folle depuis son indépendance, la ville-jardin ne s'est pas développée démocratiquement et les habitants restent conformés à ce modèle très libéral avec une mainmise de l'État sur les secteurs clés dans lesquels il investit à sa guise, cela accompagné de certaines restrictions de liberté. Le conformisme très prégnant, s'il a pour avantage de garantir une cohésion et une sécurité certaines, a pour défaut d'empêcher la remise en cause du modèle qui a pourtant bien des failles. Toujours plus performant et compétitif, le pays ne se questionne pas et ne se remet pas en question, préférant se cacher les yeux devant ce qui ne va pas et mettant en lumière sa formidable ascension.